de Albert Chartier, de la carrière de M. Albert Chartier. Et puis, on a avec nous aujourd'hui ses filles, Marinette et Catherine. Et M. Piasquiling. Marinette. Oui, ce qui est écrit. Bonjour. Donc, Albert Chartier est un personnage incontournable de la bande dessinée québécoise. Il a créé un des personnages les plus mémorables de la BD au Québec, Onésime, en plus d'avoir réalisé de nombreuses autres séries. Sa carrière s'étend sur plus de 8 décennies, de 1936 à 2002. Donc, nous allons nous entretenir avec deux de ses filles, Marinette et Catherine, ainsi qu'avec M. Piasquiling, qui a participé à la réédition de la première BD de M. Chartier, Bouboule. Mais avant, j'aimerais dresser un portrait de la carrière de l'artiste. Albert Chartier est né à Montréal le 16 juin 1912. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants, dont 2 filles. Et son père est voyageur de commerce pour la compagnie Launaise. Il passe son enfance dans la région du Parc La Fontaine, à Montréal. Après avoir complété ses études secondaires au Mont-Saint-Louis, il poursuit pendant 4 années de jour et 8 années de soir des études à l'École des beaux-arts de Montréal, tout en s'inscrivant pendant 1 année au cours par correspondance de Meyerbeau de Chicago. Aux alentours de 1932, avant de s'intéresser à la bande dessinée, Albert Chartier réalise différents travaux graphiques, dont des dessins d'humour et des illustrations pour des journaux comme La Patrie à Montréal. D'octobre 1936 à mars 1937, il amorce sa carrière professionnelle en bande dessinée avec la publication de Bouboule dans La Patrie, série réalisée en collaboration avec le journaliste René Boivin. Au rythme d'une planche par semaine, cette bande paraît pendant 22 semaines et sera finalement interrompue à cause, dira-t-il, de son caractère jugé trop sexy pour l'époque. Vers 1938, il collabore comme illustrateur au mensuel Cancan qu'il a cofondé. En 1940, il épouse Suzanne Martel, qui est également illustratrice. Le couple s'installe à New York et y séjourne jusqu'en 1942. Albert Chartier produit quelques pages de dessins d'humour pour le comic book Big Shot Comics, publié par la firme Columbia Comics Corporation. De la métropole américaine, il commence à collaborer au magazine agricole Le Bulletin des agriculteurs. Dès 1941, il y réalise des dessins d'humour et des illustrations pour des nouvelles, ainsi que pour la chronique de Claude-Henri Grignon, Les Contes du Père Bougonneux. À la même époque, il amorce une collaboration avec le journal artistique Radio Monde, pour lequel il livre un dessin humoristique par semaine jusque dans les années 50. Il rentre au pays lorsque le Japon déclare la guerre aux États-Unis et travaille alors pour le Bureau d'information en temps de guerre d'Ottawa. Il y réalise pendant quelques semaines des dessins d'humour sur le thème de la vie dans les camps militaires. Certains sont reproduits dans l'hebdomadaire Le Samedi. En novembre 1943, il crée pour le Bulletin des agriculteurs sa plus célèbre bande dessinée, Onésime. Cette série, qui met en scène un grand échalas bègue et son épouse rondouillette, Zénoïde, paraît jusqu'en 2002 et atteint près de 700 épisodes. La série remporte un grand succès auprès des lecteurs du bulletin, mais ce n'est qu'en 1974 et 1975 que le grand public la découvre grâce aux albums publiés par Victor Lévy-Beaulieu aux éditions de l'Aurore. D'octobre 1951 jusqu'au début des années 70, Albert Chartier réalise également pour le Bulletin des agriculteurs, en plus d'Onésime, une autre série mensuelle intitulée « Séraphin illustré », sur des scénarios originaux de l'écrivain Claude-Henri Grignon, le créateur du personnage. Pour cette seconde série, il adopte un style plus réaliste. Et, dès la diffusion du feuilleton Les belles histoires des pays d'en haut, il donne à ses personnages les traits des comédiens qui interprètent les rôles à la télévision. Séraphin illustré disparaît en 1970 lorsque le scénariste, malade, cesse ses activités littéraires. « Claude-Henri Grignon est décédé en 1976.
Parallèlement, l'activité graphique de Chartier se manifeste dans divers magazines, périodiques, journaux québécois des années 40, 50 et 60. Illustrations, dessins d'humour, couvertures, etc. Il réalise aussi des vignettes publicitaires pour des marques de bière, de cirage à chaussures, de compagnies de taxi, d'écoles de conduite, etc. Ces nombreuses piges lui permettent de vivre honorablement de son métier d'illustrateur. À la fin de 1963 et jusqu'en octobre 1964, Albert Chartier reprend la bande quotidienne Les Canadiens, créée quelques mois plus tôt par Suzanne Derrer pour la firme Toronto Telegram News Service. Cette bande dessinée bilingue, dont il assure l'entière réalisation, avait pour objectif de promouvoir l'histoire et la culture francophone auprès du Canada anglais. Les Canadiens est également publié dans des journaux francophones, dont La Presse et Le Soleil. Dans les années 1960, il crée plusieurs séries de bandes quotidiennes mettant en vedette des jeunes femmes délurées, Suzette, Kiki, Zizi ou Suzy, qu'il propose à diverses agences de distribution spécialisées, ce qu'on appelle les syndicates. L'une d'entre elles, la Press Illustration Bureau de Copenhague, après s'être montrée intéressée à ce strip durant quelques mois, abandonne finalement son projet de publication. Toutefois, quelques bandes de Suzette sont publiées dans Le Soleil en 1964. Enfin, de 1967 à 1977, Albert Chartier enseigne le dessin de mode publicitaire à l'École des métiers commerciaux de la Commission des écoles catholiques de Montréal. Père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, Albert Chartier a longtemps vécu avec son épouse Suzanne et ses enfants, tout près du lac Noir dans la région de Saint-Jean-de-Matha. Un pont traversant cette municipalité porte aujourd'hui son nom. Plusieurs des bandes dessinées d'Albert Chartier ont été rééditées ces dernières années. Séraphin, illustré et Onésime chez les 400 coups, Une piquante petite brunette qui reprend les bandes de Suzette, Kiki et Suzy, également aux éditions Les 400 coups, et plus récemment, Boboule chez Moelle Graphique. Nous allons maintenant discuter avec les filles d'Albert Chartier et avec M. Pierre Skilling, qui a participé à la réédition de Boboule. Alors, bonjour et merci d'être avec nous. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup de souvenirs de votre père illustrateur qui travaillait à la maison pour créer ses bandes dessinées. Oui. Oui. Oui, pouvez-vous nous dire un peu comment Albert travaillait? Oh mon Dieu, vous êtes sûr que j'ai besoin d'un micro? Oui. Oui. Oui? Ah, OK. Oui, c'est sûr, on se rappelle, parce que en plus, Albert nous demandait son avis à toutes les fois qu'il sortait un onésime. Il nous demandait si c'était bon. Fait qu'il faisait la tournée des enfants, puis il nous demandait. Puis quand il était dans son studio, la porte fermée, ça voulait dire qu'il cogitait à quelque chose. Beau onésime. Alors, on n'avait pas le droit d'entrer. Mais sinon, il était très, très, très présent. Il jouait avec nous autres. C'est ça d'avoir un père à la maison. On était en campagne dans un cul-de-sac. Avec un beau point de vue sur... Oui, on voyait tout le lac Noir. On était sur il appelait ça la colline aux oiseaux. En tout cas. Puis... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y avait sa table à dessin. C'était merveilleux d'aller le voir dessiner. Moi, je me rappelle de ses couvertures de magazines qu'il faisait. Puis il y avait sa planche à dessiner. Puis c'était super. C'était vraiment passionnant de le voir dessiner, colorer, puis tout ça. Là. Puis il nous acceptait à côté de lui. Puis, oui, il était très patient. C'était un personnage. Vraiment, là, il était connu partout à Matha. Matha, c'est Saint-Jean-de-Matha, hein? Vous aurez compris. Mais c'est ça, il était bien connu, puis il était très aimé. Puis il prenait pas ça au sérieux. Hein? Je vais vous dire que il y a beaucoup de planches qu'il a données comme ça, des œuvres originaux, pour faire plaisir, pour... fait que, tu sais, il se prenait vraiment pas au sérieux.
Non, c'était pas un homme d'affaires, disons. Oh non, 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 pas du tout. Mettons qu'il s'est fait avoir quelques Ah, oui, fois. oui, oui. Il n'y avait pas la bosse des affaires, il y avait juste celle de l'artiste, c'est tout. Ouais. Ben, est-ce qu'il avait une routine de travail, genre de 9 à 5 ou quelque chose comme ça? Non, mais quelle était sa routine de travail? C'est sans doute pas comme un fonctionnaire, là, mais... Non, sûrement pas. Et premièrement, il faisait des exercices, puis il prenait des marches parce qu'il travaillait tout le temps assis. Alors, il faisait ses exercices du matin. Ah oui. Puis, je me rappelle parce que c'était le bois en arrière de chez nous, puis il allait tout le temps faire sa randonnée dans le bois. Et nous, on le suivait. Mais il voulait pas ralentir le pas, hein. Alors, nous autres, on trottait en arrière de lui. On a appris à marcher vite. Oui, oui. On était contents quand on le rattrapait, tu sais, comme... Mais c'est ça. Mais plus tard, il a laissé le bois, puis là, il allait prendre son café. Il y avait un petit restaurant pas loin, là, puis il allait prendre son café, puis là, il jasait avec les gens. Enfin, il faisait jaser les gens, disons. C'était plutôt ça. Oui. Il aurait été un bon psychologue. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il allait tellement souvent, justement, prendre son café. Il traversait le pont de la rivière. Fait que c'est pour ça un peu qu'ils ont appelé le pont Albert Chartier. Et Parce que- est-ce que votre père, quand il faisait parler les gens, c'était pour s'inspirer soit de leur façon de parler, parce qu'il y avait beaucoup d'expressions typiquement Oui. là, québécoises dans les dialogues d'Onésime. Est-ce que c'était aussi pour chercher des idées de gags du personnage? Entre autres, oui. Je pense que oui, parce qu'il se promenait, il y avait toujours des notes qu'il prenait, mais pas sur un carnet. C'était sur, il fumait, puis c'était sur les cartons de cigarettes qu'il prenait des notes là-dessus. Si on lui donnait un carton, un carnet, disons, il s'en servait pas, ça, il prenait ses petits cartons. Fait qu'il y avait toujours plein d'idées qu'il écrivait là-dessus. Puis c'est ça, il prenait ses idées Oui. à se promener, à rencontrer les gens. Puis il s'inspirait, des fois, il faisait de l'annonce un petit peu pour les gens du coin, là, le camion de comment il s'appelait, Laurentien Charbonneau, qui était le plombier, un autre, en tout cas, ça fait qu'il faisait comme la petite annonce. Oui. Oui, Ouais. l'épicerie, C'est- le garagiste, tout ça, là, oui. Oh, je ne me rappelle plus. OK, bon, pas grave. c'est ça, oui. Ça fait qu'il aimait beaucoup rencontrer les gens, puis... Mais il aimait ça aussi, entendre la vie des gens. Il était curieux, je pense. Tu sais. Et Fait qu'il faisait parler. de ce que j'ai vu des photos de votre père en train de travailler, il dessinait sur vraiment une planche. Il s'installait, puis avec une planche, c'était pas une table à dessin. Non. Au début, quand on était tout petit, c'était une table à dessin, quand il faisait ses couvertures de magazines et tout ça. Puis, à la suite, il aimait mieux sa planche à dessin. Disons qu'on l'a plus vu, plus vieux, là. Quand on était plus vieux, ça faisait avec sa planche à dessin. Oui, appuyé, une planche, c'est ça, c'était pas la table, c'était... Oh oui, c'était une planche. Non. Il y avait son bureau, puis là, il installait la planche, que j'ai chez moi, d'ailleurs. C'est une vieille œuvre planche, d'art. oui. C'est une œuvre d'art en Quasiment soi. tellement usée, là. Hey, Ah oui. elle venait de son cours de... Ah, au Beaux-Arts? Non. Non? Oui, c'est ça. Oui, oui, C'était oui. le cours qu'il avait suivi là, dans les années 30, j'imagine, là, par correspondance. Oui. Le cours de Meyer Boats. Ouais. Mon accent est C'est pitoyable. Catherine qui a l'œuvre d'art. Donc, c'était sa façon de travailler. Et donc, pendant des années, il a fait aussi des couvertures couleurs, des illustrations couleurs pour des couvertures de suppléments là, de journaux, le Montreal Standard, je crois. Et donc, c'est souvent votre mère qui lui servait de modèle. Oui. Oh oui, oh oui. Je sais qu'à un moment donné, je sais qu'il y a un exemple qu'elle donnait qu'il fallait que... Avec ouais, un puis balai. elle je sais pas trop quoi, puis avec le balai, puis l'abordage. Il fallait qu'elle garde la position, puis je sais pas pour quelle scène. On la reconnaît d'ailleurs, nous, en tout cas, on la reconnaît tout le temps quand elle a posé. Oh. Avec son linge, on Ouais. reconnaît son linge. Ah oui, vous reconnaissez ses vêtements aussi. Ouais, ouais. Fait que de voir votre mère en couverture de différents magazines, ça devait être assez spécial. Oui, on a toute une œuvre de ça. On a tout choisi à un moment donné. Et, Oh, Colin.
Je crois aussi qu'elle a servi de modèle pour Donalda dans la première version de Séraphin, où c'était une Donalda brune, avant qu'il y ait le feuilleton télévisé là, avec André Champagne. Oui. Oui, ben c'est ça. Il a été obligé, quand l'émission a commencé, là, il faisait venir des photos parce qu'on n'avait pas de télévision. Disons que ça rapportait pas tellement. Ça fait qu'il faisait venir des photos des acteurs, tout ça, pour être capable d'échanger, puis tout ça. Ça fait qu'il a fallu qu'il fasse tous ces personnages. Ouais. Non. Ah oui. Ben, pendant qu'on parle de votre mère, il y a un fait qui est moins connu, c'est que votre mère dessinait aussi, était artiste aussi. Ça, puis est-ce qu'elle a essayé de publier aussi, ou c'est... Oh, pardon. Elle publiait, mais je ne sais plus dans quoi. C'était des illustrations sur des genres des romans fleuves, là, tu sais, des romans fleuves. C'est ça qu'on appelle, oui. C'est ça. Elle a publié, mais quand elle a commencé à avoir des enfants, ben, elle a laissé tomber. C'est ça, c'était une page, à un moment donné, par édition, par revue, là, qui illustrait. Ouais. C'est ça. À l'époque, il y avait plusieurs revues qui publiaient des nouvelles, des récits. Entre autres, votre père en a illustré dans le Bulletin des agriculteurs. Peut-être que votre mère a aussi participé à cette publication-là. Donc, j'aimerais maintenant poser une question à M. Skilling à propos de la réédition de Boboul. Parce que vous avez pas, les filles, vous n'avez pas connu Boboul. C'est pas mal avant votre naissance. Alors, donc, vous n'avez pas vu votre père travailler sur Boboul. Pierre, lui, par contre, a passé pas mal dessus pour la réédition de l'album. Il a pas mal passé à travers l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette réédition? Ben, écoutez, c'est un travail d'équipe. Hein, c'est vraiment... alors, bon, dans le fond, tout ça, c'est né d'une rencontre entre Rosaire, n'est-ce pas, qui organise le Fantasticon ici, et qui est collectionneur de Chartier, entre autres, et une rencontre donc entre Rosaire et Christian Quesnel, qui travaille chez Moelle Graphique, et Julien Poitras, le fondateur de Moelle Graphique, et moi-même. Donc Julien et Christian ont pensé que, donc en discutant avec Rosaire, qu'il leur avait montré des pages de Boboul qu'il avait dans sa collection et tout ça, alors ils se sont aperçus qu'on avait accès à l'intégrale des pages qui n'avaient pas encore été publiées. Et bon, ils m'ont fait l'honneur de me contacter pour préparer un dossier historique sur le contexte de création de l'œuvre. Et bon, parce qu'ils connaissaient ils étaient au courant de travaux que j'avais faits sur la BD, sur l'image, sur la caricature. Parce que bon, je suis passionné par la recherche sur le contexte de création en BD, en caricature. Bon, puis les années 30 aussi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la caricature et la BD dans les années 30, la caricature en particulier. Donc, les dessinateurs de presse, qu'on appelle aussi dans les années 30. Et donc, j'ai créé un dossier sur la création de Boboul. Mm-hmm. Et bon, ça a été des heures de travail. Pour ce qui est de Christian et Julien, ça a été des centaines d'heures de travail, de restauration, les planches et les pages qui avaient été sauvées là, de diverses catastrophes, incendies et tout ça. Déluge et que sais-je. Donc, ça a été un travail de restauration titanesque. Oui, assez d'ailleurs, il y a une page qui nous explique dans l'album. Oui, dans l'album, on voit là, toutes les étapes de restauration d'une page. C'est pas été évident. Moi, pour avoir travaillé sur les albums Onésime et Séraphin, j'avais des pages moins abîmées, mais j'ai vu que c'était beaucoup de travail. Parce que quand on numérise le papier journal, qui n'était pas toujours de très bonne qualité, qui était fait avec de la pulpe, il fallait nettoyer tout ça pour en faire, pour le purifier, effacer tous les petits défauts. On ne sait jamais, des fois, est-ce que ce trait-là, c'est un défaut du papier ou c'est un trait du dessinateur? Il faut décider. Alors, c'est beaucoup de travail. Et dans le cas de Boboul, qui était beaucoup plus ancien que Séraphin ou Onésime, c'était un travail titanesque.
Ah, tout à fait. Ben, évidemment, Christian pourrait mieux en parler que moi. Là. Je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus ou... tu veux, On va passer la parole au restaurateur. Oui, merci. Je m'attendais pas à prendre la parole. Mais écoutez, c'est environ 7 à 8 heures par planche. Certaines ont pu prendre plus de temps. Juste vous imaginez que une case, c'était ça de grand. Mais le coin de la case était grand comme ça, mais il prenait tout l'écran au complet. Mon iMac est grand comme ça. Puis c'est vraiment un travail de dentelle. Comme tu disais, Michel, il y a des endroits où on se demandait, est-ce que c'est un pli qui a jauni, qui est devenu noir? C'était tellement de travail. À la fin, on n'était plus capable, en fait. Parce que Julien, il révisait les miennes, mes planches. Moi, je révisais les siennes. On s'est séparé le travail en deux. Puis ça a été comme ça de, je pense, octobre jusqu'au mois de février. Puis c'est sans arrêter. Puis moi, je voulais tellement réussir à restaurer le plus fidèlement possible l'œuvre de Chartier. Parce que, bon, comme certains savent, j'ai passé un après-midi avec lui, puis ça a été vraiment incroyable comme rencontre. Puis son trait tellement pur que moi puis Julien, ça a été un effort constant pour que le trait soit préservé le plus possible. Mais certaines parties de certaines images ont été complètement refaites parce qu'ils étaient déchirés ou le feu ou l'eau. L'eau et le feu, Puis en même temps, on est parti des coupures de journaux parce qu'à l'époque, les planches, le statut de la planche, ça en dit beaucoup là-dessus. Les planches étaient jetées après utilisation souvent. Donc, ce qui nous est parvenu, c'est souvent les découpures de journaux, malheureusement. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça le travail qu'on a fait. C'est très réussi. Hein? Je veux dire, la restauration est... Merci, Christian. Est vraiment... Je sais, vraiment réussi, vraiment excellente. Je sais c'est quoi la difficulté de restaurer. Quand j'ai fait Séraphin, j'en rêvais la nuit. C'était plusieurs heures par page et la nuit, je rêvais que j'effaçais des points dans Photoshop. Là. C'était infernal. Donc, oui, il y a de quoi. Là. Donc, Monsieur Viau, oui, c'est vous qui aviez... à moins qu'on se tutoie d'habitude, mais bon... Oui, mais là, on passe chic. Donc, c'est vous qui aviez travaillé sur la restauration de Séraphin? De Séraphin, ouais. Oui. Bien, j'avais été chanceux parce que à peu près le 2/3 des planches originales avaient été remis par la famille à la Bibliothèque nationale du Canada. Et avec la condition que si il y avait une publication en album, Bibliothèque et Archives Canada faisait des scans des planches, ce qui était tant mieux pour moi parce que les planches étaient de très, très grand format, étaient très, très, très grandes. Donc, j'ai eu pour le 2/3 des planches de Séraphin des scans faits à partir des originaux. C'est pour le tiers qui restait, où là, j'avais une collection de planches imprimées, de découpures du magazine, et qui étaient souvent jaunies. Et ça, c'est moi qui les ai numérisées et qui les ai nettoyées. Dans le cas d'Onésime, c'est parti carrément là, de la collection de Rosaire, en fait. C'était les 700 planches de découpure de magazines, certaines de grand format, d'autres plus petites parce qu'au fil des années, le bulletin des agriculteurs a changé de format. Mais c'était donc toutes des numérisations. C'est moi qui les ai toutes numérisées. Et ensuite, qui a fait la sélection, parce que malheureusement, l'album ne publie pas l'intégralité des planches. Il y en a 250 à peu près sur les près de 700 qui ont été publiés. Dans les dernières années, c'était des rééditions. Parfois, votre père reprenait une planche ancienne et la corrigeait avec de la gouache pour changer un élément, raccourcir la jupe de Zénoïde pour la mettre plus à la mode. Donc, il y a des planches là, dans les dernières années qui étaient des reprises de gags déjà publiés. Mais donc, j'ai fait un tableau, j'ai numérisé toutes les 700 pages. J'ai fait un tableau et ensuite, là, j'ai fait une sélection là-dedans pour choisir les plus représentatives. Là, et l'album en comprend donc 250 à peu près. Et je dois dire, ce qui m'a surpris, c'est que votre père... à la fin de sa vie, avait signé un document au Bulletin des agriculteurs comme quoi le personnage leur appartenait. Et ils l'ont réutilisé dans une autre bande dessinée par la suite.
Il y a eu, au moment où Onésime a cessé de paraître, dans le même numéro, il y a eu la dernière planche d'Onésime et il y a eu la première planche d'une série qui s'appelait Les gens de la ville et qui présentait l'histoire de citadins qui venaient s'installer à la campagne dans la maison à côté de celle d'Onésime. Et Onésime et Zénoïde apparaissent en personnages secondaires dans ces histoires. Oui. Vous étiez donc au courant? Vaguement, là. Hein? Oui, je me rappelle parce que Albert, notre père, il n'aimait pas du tout la nouvelle bande dessinée qu'il avait pris. Là, Oh non! non. Fait que c'était pas Onésime. C'était pas ses dessins à lui. Ça fait que c'est sûr que... Puis Pierre, aurais-tu Oui. un mot pour conclure? Ah, pour conclure. Ah oui, on est déjà rendu à la fin. Ah oui, ah mon Dieu. OK. Ah oui, bon, mais c'est... ben écoutez, il y aurait tellement de choses à dire. C'est... écoutez, pour conclure, c'est... disons que... on parlait... Ben, je sais pas si c'est vraiment intéressant pour conclure, mais on parlait des gags, comment dire, pas du recyclage, là, mais disons La réutilisation. disons, de gags anciens d'Onésime et de... Oui. Et parfois, même, je dois dire qu'Albert reprenait des gags de Suzette ou de Kiki, il les réutilisait dans le contexte d'Onésime. Il rallongeait, donc il réutilisait parfois la même idée de gag là, dans plusieurs séries. Puis c'est ça, il y a même il y a même au moins un gag de Bouboule qui a été repris dans Onésime. Hein, c'est le gag un gag qui se passe en fait, c'est la dernière page qui devait être publiée dans La Patrie et qui, si je me souviens bien, n'a pas été publiée. C'est Bouboule qui va acheter un œuf de Pâques pour son épouse. Mm-hmm. Et donc, bon, puis ça finit évidemment en catastrophe, là. Mais, Onésime, je pense, 10-15 ans plus tard, va acheter un œuf pour Zénoïde. C'est le même gag. Mm-hmm. La différence, ben, c'est que, évidemment, Bouboule est un citadin, alors il s'en va pas trop loin de chez lui, chez un pâtissier, alors que Onésime habite à la campagne et s'en va en ville. Et bon, là, évidemment, c'est ça, il y a beaucoup de voitures, hein, il faut qu'il évite les... Il y avait souvent des accidents de voiture. C'est ça, souvent des accidents de voiture. Onésime était le champion des accidents de voiture. Mais... dans la conclusion du texte que j'ai fait pour Bouboule, je disais qu'au fond, ben évidemment, on connaît beaucoup Chartier, évidemment, évidemment, c'est Onésime, hein, c'est par Onésime qu'on le connaît surtout, qui est une œuvre qui se passe à la campagne, évidemment. Bon, dans les Laurentides, ce qui est assez rare, je veux dire, pour ce qui est de l'histoire de la bande dessinée québécoise, les aventures qui se passent dans l'Anaudière. Dans le cas dans l'Anaudière. Onésime, c'est l'Anaudière, et Séraphin, c'était les Laurentides. Oui. Mais dans le fond, sa carrière en BD, sa première œuvre de BD, ça passe vraiment en ville. Ça commence avec une œuvre urbaine. Mm-hmm. Où à l'époque, il habitait en ville. Oui, parce qu'il est allé habiter à la campagne après avoir commencé Onésime, je crois. Oui, c'est... Parce qu'il est revenu des États-Unis vers 1942. En 1943, il a commencé Onésime. Et vers quel moment il est allé s'installer au Lac-Noir? C'est comme en 51 qui s'est installé, oui, en ta naissance. Oui, 52. Le temps qu'ils bâtissent la maison. Oui, c'est ça. Ouais. C'est lui qui a bâti sa maison? Oh, ben enfin, non, mais c'est-à-dire qu'ils ont choisi, c'est ma mère qui a choisi le plan de la maison, qui était une maison de style californien, pas chauffable en hiver, mais c'est bon, en tout cas, difficile à chauffer. Puis, non, écoute, c'est les frères de notre mère, finalement, nos oncles qui l'ont bâti. Il n'était pas manuel. En dehors du dessin, il disait qu'il était sans dessin. C'était tout à fait vrai. Ah. Et donc, c'est ça. Donc, c'est l'idée que j'amenais, là, c'est qu'il y avait tout ça a commencé en ville, au fond, dans un journal basé à Montréal. Mm-hmm. Puis, bon, et finalement, Albert a décidé d'aller vivre à la campagne, mais ça, c'est... Je sais pas, écoutez, qu'est-ce que votre père pensait de cette... est-ce qu'il avait un rapport à la ville qui était un peu comme celui d'Onésime, qui était un petit peu...
une sorte pas de peur, là, mais une espèce d'idée que la ville était un lieu dangereux ou qui était... Non, c'était pas... Dans le fond, c'est que lui, il allait tous les étés il passait au Lac-Noir à Saint-Jean-de-Mata. Donc, depuis l'âge de 12 ans, il a rencontré ma mère là, puis on a rêvé d'avoir une maison à Saint-Jean-de-Mata. Puis mon père était quand même citadin, plus que ma mère, hein? Comment? Plus que maman. Oui, ben elle a tellement déménagé. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Fait que- Mais il Oui, retournait lui, il était constamment citadin. à Montréal, gardait ses liens, mais les deux ont rêvé de cet endroit-là pour élever la famille, puis tout ça. Ouais, parce que les 2 premiers enfants, les 2 plus vieux, ont vécu à Montréal. Oui. Toi, tu étais Moi, à cheval. Entre les deux. Entre Ouais. les deux maisons. Ben oui. Puis les 2 derniers, on était en campagne, bien installés. Est-ce que vous aviez d'autres... Non, mais je veux juste Comment dire dire, pour les gens qui sont intéressés qu'il y a des œuvres originales Ah d'Albert oui, oui. Chartier qui sont présentées à la table de Mesdames Chartier. Et puis, est-ce ouais. qu'il y aurait des Ah oui, vous avez questions? des questions du public, peut-être. C'est... Peut-être monsieur... On- Ah, tiens, monsieur ici, oui. Oui. peut-être demander comment mesdames ont réagi quand vous avez vu l'album Bouboule pour la première fois. Oh, l'album Boboule, mon Dieu, on l'a trouvé tellement beau. C'était, il est vraiment bien fait. Avec, on est tombé sur le derrière. Là. c'est vraiment super. Puis en plus, c'est qu'on connaissait pas Bouboule. C'est pas un personnage. Écoute, c'était avant Onésime et avant. Fait que on connaissait pas beaucoup Bouboule, à part une barre en plomb, puis Une plaque une plaque d'imprimerie, d'imprimerie. On connaissait pas beaucoup, fait que ça a été une découverte. Là, Donc, vous ne connaissiez pas vraiment les œuvres parce que votre père ne les conservait pas, les œuvres qui précédaient Onésime et Séraphin que vous avez vu réaliser. J'imagine que vous avez vu aussi les strips de Kiki, Suzette, tout ça, vous les avez vus faire. Mais donc, d'autres séries, moi j'ai vu, dans vos archives Canada, j'ai vu des séries qui ont été inédites, entre autres de Trailer Family. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une série qui avait faite pour le marché anglophone, qui est restée inédite. Mais les planches ont été données, là, ont été remises. Je les ai vues là-bas, là. Trailer Family. C'est une famille qui se promenait en voiture avec une roulotte. des archives, ça? Oui. OK, c'est ça. Ah oui, c'est... Fait que ça, c'est pas des séries dont vous avez eu connaissance du tout, que votre père les réalisait. C'est avant votre naissance. C'est plus vieux. Où on était très jeunes. Tiens, ça n'a pas dû être long, hein? Non, c'est resté inédit. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5 pages seulement. Il y en avait en français aussi. Il y en avait une qui était Le Père quelque chose, j'ai oublié son nom. C'était d'autres bandes dessinées inédites, là, OK. qui étaient éphémères. Quelques essais. Probablement que votre père essayait de contacter les journaux. Parce que, il faut dire que dans les années 30, il y avait très peu de bandes dessinées québécoises dans les journaux. Il y avait Boboule, Pierre pourra en parler sûrement, là. Il y en avait quelques autres dans le petit journal, Casimir, l'Oncle Pacifique, mais il y en avait très peu. Fait que votre père avait choisi un métier qui était quand même assez difficile. Oui. Oh oui. Oh, mon Dieu, oui. Il a tellement essayé de les placer, ces bandes Ah oui. dessinées, là. Mon Dieu. Il vivait de ça. Lui, c'était juste vivre de dessin, de dessiner. Les illustrations, la Les bande dessinée, tout ça. Il illustrations, faisait oui. plusieurs choses. J'ai vu des strips publicitaires, il a fait pour des marques Oui. de bière. J'en ai vu dans les années 70 pour une école de conduite aussi, là, dans des journaux régionaux, là, que c'était pas paru un peu partout. Et puis, j'ai perdu le fil. Pardon? J'ai perdu le fil. OK. Ah, ben, je pense à quelque chose de peut-être intéressant. Je sais pas. Disons, qu'est-ce que vous pensez que... Parce que je ne sais pas si votre père vous a légué un intérêt ou un amour pour le dessin, la bande dessinée. Mais qu'est-ce que
qu'est-ce que vous pensez que votre père a laissé comme héritage à vous, puis à l'art du dessin, de la bande dessinée, puis au Québec, de façon peut-être plus personnelle et de façon plus large. Là, Non? comment OK. vous considérez le travail de votre père, comme vous voyez tout ce qui se Oui, passe autour? pour C'est compléter. drôle parce que dans le fond, on réalise maintenant qu'il prenait, il y avait beaucoup de place. Voyons. Je voulais dire quelque chose, moi aussi. Là. C'était quoi ta question? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que votre père laisse comme héritage, pas juste pour vous, mais pour l'ensemble du Québec et Pour le monde de de la l'art bande du dessin, dessinée. de la BD? Disons que lui, là, ce qui le rend le plus heureux, c'est de voir qu'il y a des jeunes maintenant qui vivent aussi de leur art dans la BD, parce que c'est pas un chemin facile. Puis, mais en tout cas, il était toujours content de voir des jeunes qui s'intéressaient à la BD. Il y en a tout à l'heure qui m'ont dit qu'ils avaient été le rencontrer. Il était toujours content de voir qu'il faisait ça, dans le fond, pour que ça se perpétue. Parce que la BD au Québec, c'est pas la Belgique, hein? Il y en avait beaucoup moins. Mais maintenant, on voit vraiment pas une renaissance, là, mais... Maintenant, c'est presque la Belgique, là. Le Québec pour la BD. Le Québec, c'est ça. Oui. Mais pas à l'époque. À l'époque, c'était vraiment la Belgique. Et pour votre père, la reconnaissance est venue quand même assez tard, si je peux dire. Parce que moi, j'ai connu Onésime quand Victor Lévy-Beaulieu a réédité les bandes. Parce que les bandes, Onésime se trouvait dans le Bulletin des agriculteurs qui n'était pas distribué dans les grands centres urbains. Et c'est quand Victor Lévy-Beaulieu a sorti les 2 albums à l'Aurore que, on s'est rendu compte, il y a une bande dessinée québécoise qui dure déjà depuis 30 ans, puis on n'avait jamais entendu parler. Et c'est ce qui a un peu mis votre père, à mon avis, sur la map, si je peux dire, du monde de la bande dessinée. Et dans début des années 80, je crois que c'est au premier colloque de la bande dessinée de Montréal, votre père était l'invité d'honneur et il avait été interviewé par Jacques Sanson et tout ça. Et c'est donc, la reconnaissance est venue dans les années 70 quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise, le renouveau de la BD. Et là, on a découvert les auteurs qui avaient précédé cette génération-là, dont votre père. Donc, pour lui, la reconnaissance est venue un peu tard. Et comment est-ce qu'il vivait ça? Est-ce qu'il était content qu'on reconnaisse enfin son travail et qu'on l'expose et qu'on en parle? Oui. Et, c'est sûr qu'il a été connu sur le temps, mais il a passé à la télé une couple de fois à cette époque-là. Appelez-moi Lise. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'était pas très reconnu. Mais il y avait quand même... Je me rends compte que plein de monde que tu rencontres, moi, à l'intérieur de mon travail, du monde de Québec, du monde de Montréal, puis qui disent « Ah, t'es la fille d'Albert Chartier. » Il allait chez les grands-parents à l'été, qui vivaient sur des terres, et ils avaient connu Onésime, puis il était plus connu qu'on pense, dans le fond. Grâce à la campagne, finalement, Oui, des oui. gens qui avaient contact avec la campagne. Et j'avais lu aussi quelque part dans une entrevue que parfois le Bulletin des agriculteurs voulait mettre un terme à la série et qu'il y avait tellement de courriers des lecteurs que finalement on le gardait parce que c'était tellement populaire auprès des lecteurs du bulletin que la rédaction n'avait pas le choix de garder la série. OK. Bon, j'avais lu ça dans des entrevues avec votre père. Il vous en parlait pas. Bon. Alors, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Non. Non, ben, alors on va conclure Merci. notre Merci présentation tout le sur monde. Albert Chartier. Je vous invite à aller à la table de Mesdames Chartier pour aller voir les planches originales, les illustrations d'Albert Chartier. Merci. Merci. Merci.
Oui, Monsieur Michel Viau est à Oui. une table aussi pour dédicacer son nouvel album, mais moi je suis à la table de Moelle Graphique oui. avec Oui, c'est ça. Allez à la Christa table de Canel, Moelle et il y a entre Graphique, bien autres, sûr. vous pouvez Ah vous oui. procurer l'album Bouboule. Magnifique album. C'est ça. Il y a aussi, c'est ça. Vous avez aussi tous les Moi, j'ai deux séraphins illustrés avec moi. S'il y a des gens qui sont oui. intéressés, ouais. c'est des albums que j'avais dirigés à l'époque, que j'ai restauré tout ça. Quand vous êtes entré dans la salle, vous avez peut-être obtenu un ex-libris, c'est ça, oui, de La série de McDuffin et la Alan main Smith. de. Merci, mesdames. Merci.